Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets parus dans la presse en semaine. C'est une actualité qui a fait la une de quasiment tous les quotidiens en début de semaine. Il s'agit de cette autre grève dans la partie anglophone du pays. Après les avocats, les enseignants, c'était au tour des étudiants de l'université de Buea. Ils ont observé un mouvement de grève lundi. La manifestation s'accorde de l'État a violemment été dispersée. Une répression de trop selon certains, au point où même les décisions prises par l'administration de cette université pour calmer la grogne de ces étudiants sont restées diluées dans ce flot de violence que l'on a observé à Buea. Et lorsqu'on parle de calmer les tensions, calmer la grogne, c'est certainement ce que tente de faire le gouvernement en prenant lui aussi une série de mesures cette fin de semaine à l'effet de calmer les tensions dans le secteur de l'éducation. Il s'agit par exemple de la mise sur pied de ce comité interministériel chargé de se pencher sur les problèmes évoqués par les syndicats des enseignants anglophones et d'y apporter des solutions, des mesures qui visent certainement à assainir un climat délétère dans les villes de Buea, de Bamenda, entre autres, où les établissements et les tribunaux sont restés paralysés depuis plusieurs semaines. Et avant de refermer cette édition de Droit de réponse, nous dirons bien sûr un mot sur ce rêve brisé hier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Alors que tout semblait se passer très bien, les Lions indomptables sont tombés face au Nigeria à la finale de cette 10e édition de la CAN féminine. 1-0 score de la fin de la partie. Voilà donc les sujets qui vont meubler cette autre édition de Droit de réponse. Mais avant, vous le savez, un tour de revue de presse pour voir comment la presse a traité des sujets retenus cette semaine. Bonjour Flavia. Bonjour Agathe et beaucoup de courage à vous. Ah oui, pour la défaite, merci. Merci. Alors, ce matin, voilà, un peu quand même, mais on se remet. Alors, cette revue de presse, on va parler de ces grognes et bien sûr, un mot peut-être sur cette malheureuse CAN finalement. Bien entendu, en tout cas, la presse de cette semaine est restée sur ce qu'elle sait bien faire, c'est-à-dire rendre compte des événements. D'ailleurs, le quotidien Le Messager nous apprend qu'après Bamenda, bien entendu, la semaine dernière, il y a eu des coups de feu à l'université de Buea. Le rédacteur de l'article fait savoir qu'une manifestation des étudiants a été donc réprimée violemment par les forces de l'ordre. Selon Le Messager, le lundi 28 novembre dernier, les étudiants ont engagé une manifestation pacifique pour revendiquer le versement de la prime d'excellence académique de 50 000 francs CFA. Aussi, ils réclamaient qu'il soit mis fin au paiement de 10 000 francs CFA institué par le recteur de cette institution universitaire au titre de pénalité pour le non-respect du délai de paiement des droits de scolarité en ligne. D'ailleurs, dans les colonnes du journal, on dit qu'à peine avait-il donc commencé le mouvement d'humeur que les hommes en tenue les ont donc dispersés à coups de matraque et de gaz lacrymogène, alors que le véhicule anti-émeute faisait donc son entrée au campus. Des coups de feu ont été entendus. Le même journal fait savoir que le gouverneur du Sud-Ouest a communiqué un communiqué donc dans lequel il précise que les étudiants sont d'ailleurs manipulés et qu'ils ne doivent plus se mêler des affaires privées, c'est-à-dire quoi, donner la parole, tout au moins s'intéresser à ce que certaines viennent donc leur dire, qui ne sont pas enseignants, encore moins des étudiants. D'ailleurs, la nouvelle expression qui n'a pas raté l'occasion relève que les violences ont été perpétrées sur les étudiants, alors que certains étaient donc conduits dans les formations sanitaires, d'autres ont été conduits dans les commissariats de police et même de gendarmerie de Limbe et de Tiko. Dans ces maisons d'arrêt, les étudiants ont été torturés, filles comme garçons, durant leur séjour dans ces cellules, déférés donc devant le juge d'instruction. La nouvelle expression souligne que certains avocats du FACO, de manière exceptionnelle, sont allés soutenir ces étudiants et leur prodiguer des conseils. Entre-temps, à l'université de Buea, l'administration a fini par céder donc à la pression des étudiants et en plus de la suppression de l'amende pour inscription tardive, le paiement de la bourse universitaire octroyée donc par le chef de l'État aux étudiants est redevenu effective. Professeur Nalouva Yonga pense que les étudiants sont également aujourd'hui à la trousse donc, de ces personnes sans foi ni loi qui se cachent, sont tapés dans l'ordre pour venir donc perturber cette institution universitaire. Mais entre-temps, les étudiants, ils pensent que c'est elle qui doit partir parce que c'est elle qui serait donc à l'origine de toutes les difficultés que rencontre l'université de Buea. Le Messager rappelle néanmoins que 150 étudiants ont été traînés en justice comme de redoutables gangsters. Quelques-uns ont été jetés en prison.
Le président national du mouvement du MRC leur a d'ailleurs conseillé de porter plainte, non sans avoir incriminé le comportement sauvage des forces de police perpétré sur ces étudiants. À Bertine, la presse renseigne que la situation de Boyard arrive donc au lendemain de la marche des députés, ou tout au moins des parlementaires du SIF et bien sûr de l'UPC à Bamenda, qui disent donc être solidaires aux revendications des avocats et enseignants. Curieusement, leur marche a plutôt été encadrée par les forces de police qui n'ont menacé personne pour ce jour-là, encore moins, pas de casse, munis des pancartes sur lesquelles on pouvait lire non à la violence lors des manifestations. Le fédéralisme est la seule solution. Le problème anglophone est donc réel au Cameroun, etc. Le gouverneur du Nord-Ouest, impuissant face donc au geste de ses parlementaires, est resté muet. Il n'a pu rien dire, mais simplement apprenait le dialogue qui selon lui, serait l'une des portes de sortie des crises. Et même la présence du Premier ministre à Bamenda ce même week-end n'a changé en rien les revendications des avocats, encore moins les enseignants. Dans cette mouvance, les enseignants anglophones ont aussi fait parler de leur grève à paralyser les cours dans plusieurs établissements scolaires des deux régions anglophones. La nouvelle expression nous apprend par la suite que sous très haute instruction du président de la République, les membres du gouvernement en charge donc de l'éducation ont entamé des initiatives pour apaiser les tensions sociales dans ce secteur d'activité. Chaque ministre a produit d'ailleurs des statistiques dans son domaine pour faire comprendre aux anglophones que les problèmes qu'ils posent sont visibles dans toutes les régions du pays. Ce n'est pas que l'apanage du nord-ouest et du sud-ouest, selon bien sûr la nouvelle expression. Le professeur Jacques Famindongo a presque donné un cours d'éducation civique aux enseignants anglophones, lui qui pense que ce n'est pas seulement les anglophones qui devraient donc manifester de la sorte, mais qu'il faut aller sur le terrain, faire le tour du pays et comprendre que les réalités sont les mêmes dans pratiquement toutes les régions. Voyez-vous, Albertine, au lendemain donc de tout ceci, le journal La Météo a posé une question importante. D'ailleurs, Bamenda et Biya, qui a trahi qui, c'est la question. La Météo rappelle que son premier voyage à l'intérieur du pays, comme chef de l'État, la création de son parti politique, sa sécurité même, bref, le président de la République a toujours eu des égards pour la région du Nord-Ouest. La Météo fait savoir par la suite que Paul Biya n'a pas reçu grand-chose de cette région qu'il avait donc, avec laquelle il a scellé un lien d'amour avec donc, cette région véritablement, ce qui est dit dans le journal. Mais aujourd'hui, il estime qu'il n'a rien vu de cette région et qu'il n'est pas question que cette région, à qui il a donné tout son amour, propose des situations du genre. C'est qu'on lit également dans le journal Albertine. Voilà résumé donc les sujets qui vont être en débat au cours de cette édition de Droits de réponse. Et j'imagine que vous parlerez également, vous allez dire un mot sur la conférence internationale des avocats et qui doit se tenir dans quelques jours, mais qui a choisi un thème aussi important, évocateur, l'état de droit face donc aux nouveaux défis sécuritaires, mythes ou réalités. C'est une question importante. Et en même temps, vous parlerez aussi de cette crise sociale qui s'annonce dans le secteur dans le secteur foncier dans notre pays, avec la ministre qui est présentée par toute la presse comme celle qui crée donc tout le désordre sur les affaires foncières. Merci Flavien Ndongo. Vous l'avez dit, nous parlerons bien sûr de cette rencontre internationale des avocats, les avocats qui étaient donc à l'origine de la grogne dans la partie anglophone du pays, avec cette conférence internationale qui s'annonce et ce thème fort évocateur. Mais avant, le temps pour nous découvrir dans le panel qui nous accompagne ce dimanche. Nous avons avec nous Madame Edith Kawala. Bienvenue sur notre plateau et bon dimanche à vous. Bon dimanche. Good afternoon to all of the Cameroonians listening and watching out there. Thank you. Le temps est donné. Vous êtes présidente du CPP, Cameroun's People's Party. Merci d'avoir fait le déplacement et d'être là. Et puis nous avons également Maître Étienne Abesolo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Je suis avocat au barreau du Cameroun depuis une trentaine d'années. Voilà. Et j'ai été dépêché ici afin de venir parler de cette rencontre internationale qui regroupe 44 barreaux du monde entier qui ont comme point commun le français. Je sais que en ce moment, cela fait polémique parce qu'une rencontre
qui est basé sur la francophonie peut faire tache d'huile quand on pense à nos confrères anglophones, mais je pense qu'il n'en est rien. Et justement, vous allez nous parler de cette rencontre, bien sûr, mais également de tous les autres sujets qui sont donc retenus ce jour, ce problème anglophone, ces textes WADA qui sont finalement là. Vous parlerez également, bien sûr, de la CAN. Merci à vous d'être là, en tout cas, maître. Merci à vous également, Edmond Kamga, d'être avec nous ce dimanche. Bonjour. Bonjour Albertine, c'est un plaisir renouvelé d'être encore là ce dimanche pour analyser l'actualité. Voilà, un journaliste et vous êtes le consultant de droit de réponse. Et puis nous avons Dr Jeannette Wongen qui est avec nous ce dimanche également. Bonjour à vous, docteur. Bonjour. Vous êtes enseignante à l'université de Douala. Vous êtes anthropologue. Socio-anthropologue. Voilà, j'y arrive. Merci d'être là. On peut donc commencer avec les sujets de ce jour. Mais déjà, peut-être mettre un mot sur justement cette conférence internationale qui s'annonce qui va donc rassembler les barreaux francophones. Alors, pourquoi seulement les barreaux francophones? Vous savez que c'est un sujet, vous l'avez dit, sensible en ce moment même au Cameroun. Pourquoi seulement les barreaux francophones pour cette conférence internationale? D'abord, c'est quoi le CIB? Le CIB, c'est la conférence internationale des barreaux de tradition juridique ayant comme partageant le français. Donc, la base, le lieu de création, la trame de fond, c'est la francophonie. Et le CIB est très encadré par la francophonie. Elle a été créée en 1985 sous le bâtonnier Yondo. Il y avait 24 barreaux. Était présent pour le compte du Cameroun, maître Douala Motome de regretter mémoire et maître Monguedine. Et à ce moment-là, c'était sous Badinter et ces 24 barreaux se sont retrouvés pour créer cette conférence afin de partager ensemble tout ce qui a trait au droit. Au droit d'une façon générale et d'avoir certaines perspectives pour jouer le rôle qu'il faut aux avocats dans la société, ainsi de suite. Et comment ça se passe au Cameroun, cette rencontre qui va donc se tenir, je crois, du 5 au 7, c'est ça? Comment ça se passe au Cameroun, le Cameroun qui, dans son barreau, a des anglophones et des francophones? Lorsqu'on parle de ce problème de barreau à l'heure actuelle, je pense qu'il faut faire un petit tour dans l'histoire de notre barreau. Le barreau camerounais, tel qu'il existe à l'heure actuelle, a été créé en 1972, en mai 1972. Ce qui suppose, compte tenu des scrutins qui se passaient à l'époque, on savait que les résultats étaient toujours plus ou moins connus. Bon, on ne va pas rentrer dans cette polémique. Toujours est-il que les deux barreaux, le barreau, les avocats de la partie anglophone et les avocats de la partie francophone se sont retrouvés, ont réfléchi pour mettre en commun les points positifs qui leur permettraient de fonctionner ensemble. Donc, avec la proclamation de l'État unitaire, le barreau également est devenu uni en 1972. Je rappelle que pendant 2 ans, compte tenu de l'harmonisation qui devait se passer, c'est le ministre de la Justice qui a dirigé le barreau. Et 2 ans après, le premier bâtonnier, ça a été un anglophone. Et je rappelle, par rapport à la francophonie, et par rapport à la CIB, que c'est la 3e fois que la CIB vient au Cameroun. C'est le signe de la reconnaissance d'un certain dynamisme, à tout le moins au niveau du barreau camerounais, et que la première fois où la CIB s'est tenue, c'était sous le bâtonnat de Bernard Mouna. Et c'est pour dire que lorsqu'on parle de la CIB, il ne s'agit pas seulement des avocats francophones et francophones, puisque les avocats au Cameroun ont une ancienne habitude de travailler ensemble. Aujourd'hui, il y a ce problème qui se pose. On a l'impression que lorsque la francophonie arrive, les anglophones sont mis de côté. Loin de là, il y aura un service de traduction dans la salle instantanée et nous allons pouvoir aborder des problèmes qui intéressent le Cameroun tout entier.
Très bien. Alors, nous reviendrons certainement sur cette rencontre tout au long de cette émission. Le temps pour nous, justement, de parler d'un problème anglophone, si vous le voulez bien, avec cette grogne qui a été enregistrée dans la partie anglophone du pays, notamment à l'université de Buea, qui est donc intervenue en début de semaine. Des étudiants qui ont donc pris le pas après les enseignants et les avocats. Ils revendiquaient donc, entre autres, la non-disponibilité de la prime de l'excellence et aussi le paiement d'une pénalité sur les inscriptions pour les étudiants ayant été inscrits en retard. Alors, Edmond Kamga, au sujet de cette grogne, la presse s'est arrêtée sur la violence avec laquelle la grève a été dispersée à Buea. Quels commentaires faites-vous des articles qui sont parus cette semaine à ce sujet? Effectivement, à ce sujet, il faudrait dire que la presse a analysé les événements, mais a d'abord donné l'information. Il y a eu des reportages sur le terrain dans la plupart des médias locaux. Et même, il faut le dire, la presse internationale s'intéresse depuis un certain temps à tout ce qui se passe au Cameroun, notamment dans les régions anglophones, Buea, Bamenda, avec notamment tout ce qui s'est passé avec les revendications anglophones, puis des enseignants. Donc, en ce qui concerne précisément la manifestation ou le mouvement, n'est-ce pas, des étudiants, je dois dire qu'il y a eu des images choquantes que la presse a relevées, notamment le fait d'embarquer des enfants, n'est-ce pas, dans des camions comme des esclaves, comme je ne sais pas comment les qualifier, dans des conditions désastreuses. Il y a eu des images choquantes comme celles qu'on a pu voir même dans les réseaux sociaux et dont la presse a relayé concernant le tabassage, la violence sur des jeunes étudiants et étudiantes. On annonce même qu'une étudiante a été violée. Et puis il y a vous avez vu, on a vu comment des policiers sortaient des étudiants de leur chambre. C'est-à-dire ceux-là même qui n'étaient pas dans le campus, on les a extraits de leur chambre pour les violenter, pour les enrouler dans la boue. Et c'est des images, je dis, il y a beaucoup d'images choquantes. Et je dois apprécier, en tout cas la presse l'a relevé, le travail qu'ont mené des avocats, n'est-ce pas, pour aider, pour faire en sorte que ces étudiants soient libérés le plus vite possible. Et c'est ce qui a été fait. Et concernant effectivement les revendications, n'est-ce pas, de ces étudiants, on se rend bien compte que la réaction gouvernementale ou alors du chef de l'État montre bien que ces enfants avaient raison, puisque la presse a relevé, a présenté, n'est-ce pas, tout ce que ces enfants-là demandaient et les conditions dans lesquelles ils ont été interpellés, arrêtés et gardés à vue, et puis la réaction gouvernementale. Docteur Jeannette Wongueng, est-ce que avec cette façon qu'on a de voir les manifestations, les mouvements d'humeur donc dispersés ces derniers temps, est-ce qu'on peut dire que l'état de droit est en mal aujourd'hui au Cameroun? Oui, c'est assez difficile de répondre à cette question, mais au regard de ce qui se passe actuellement, il est clair que la répression est en train de gagner du terrain. Et c'est vraiment, sur le plan humain, c'est assez difficile à supporter par rapport à ce qu'on a vu sur les différentes chaînes de télévision et même dans les réseaux sociaux. Donc, comme vous le dites si bien, la répression est en train de gagner du terrain. Il serait intéressant véritablement que le gouvernement communique plutôt que de violenter. Mais maintenant, on ne sait pas si il y avait un encadrement, si ces étudiants, parce que c'est normal de revendiquer, mais maintenant, est-ce que c'était dans le cadre d'une association estudiantine? Est-ce que c'était dans le cadre du syndicat des étudiants? C'est ce qui serait intéressant à savoir. Alors, pour vous, ça veut dire que peut-être que la grève ne s'est pas faite dans les règles de l'art, d'où peut-être la brutalité avec laquelle elle a été arrêtée, stoppée. Bon, si le problème c'est que s'il n'y a pas eu de leader jeune en termes de droit à la manifestation, donc un leader où on sait que c'est le président par exemple des associations, de l'association des étudiants ou le président de leur syndicat qui appelle à la grève, ça pose problème. Donc d'un point de vue juridique, il y aura un problème, mais maintenant socialement parlant, c'est dommage que les hommes en tenue moleste autant les étudiants tels qu'on l'a vu, parce que des prétextes seront certainement utilisés pour justifier cela, mais humainement, c'est pas tolérable de voir qu'au XXIe siècle, ce soit de cette façon-là qu'on traite encore les étudiants, et qui plus est sur un campus. Parce que du point de vue du droit encore qui régit les universités, les hommes en tenue ne devraient pas se rendre sur le campus. Donc, voilà, c'est un problème. Votre réaction après cette grève, cette violence que la presse a carrément dénoncée cette semaine, comment est-ce que vous avez perçu tout cela?
Alors, je pense qu'il y a les problèmes se posent à 3 niveaux différents. Un, c'est le droit à la manifestation. Qui qu'on soit comme Camerounais, notre constitution nous donne le droit à la manifestation. Maintenant, on voit bien que notre gouvernement, de manière systématique et avec une violence croissante, refuse de permettre à ses citoyens de, jouir de ce droit à la manifestation. Que vous soyez parti politique, étudiant, syndicaliste, en 2016, je crois que tous ces groupes ont fait l'objet de la violence de notre État à chaque fois qu'ils ont voulu manifester. Donc là est le premier problème. Deuxièmement, c'est différents groupes. Je vais m'en tenir à Bamenda et Buea dans les dernières semaines, pose des problèmes de nos systèmes d'éducation et de notre système juridique. Okay? Ces problèmes-là n'ont pas été traités. Je suis désolée, un État où des étudiants se mettent en route et où ils disent « nous avons une pénalité de 10 000 francs parce que nous payons en retard » et où ils disent « cela ne s'applique dans aucune autre université sur le territoire national », c'est un problème. C'est un problème énorme. Et ce sont ce type de problèmes, si vous voulez, qui aggravent le problème anglophone. Parce que là, on retrouve une université en zone anglophone et ces étudiants-là, particulièrement, font l'objet d'une pénalité qui n'existe nulle part ailleurs. Il faut peut-être préciser déjà que la notion de problème anglophone est voilà. Donc, c'est déjà ça. Donc, il y a des problèmes dans le système d'éducation qui sont posés. Les avocats posent le problème de pouvoir faire leur travail et s'assurer que justice est rendue pour le Camerounais d'expression anglaise. Le Camerounais qui parle anglais doit pouvoir entrer dans un tribunal, trouver que la loi est traduite. Moi, je suis, époustouflé par ce gouvernement qui traduit une loi et puis commence à faire la fête comme s'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Le Cameroun est un pays bilingue, biculturel. Et je ne connais pas le mot en français, bijura. Hein, oui, vous allez, bijuridique. Voilà, bijuridique. Oui. Ok? Ça veut dire que dès qu'une loi sort, elle sort dans les 2 langues de manière compréhensible. Ce n'est pas la traduction du code pénal qu'on a eu qui était incompréhensible en anglais. Ce n'est pas la loi OADA qui sort des années après qu'on l'applique en anglais. Ce n'est pas des juges. Il faut bien comprendre. Parce que il y a un problème, on dit francophone, anglophone, on commence à penser que c'est un problème entre le francophone moyen et l'anglophone moyen. Absolument pas. Ce que les Camerounais qui vivent dans le nord-ouest et le sud-ouest disent, c'est que je ne peux pas être en Kambé ou bien à Bakingili et puis j'entre dans un tribunal et le juge me parle en français. C'est inacceptable. Très bien. Voilà les problèmes qui sont posés. Maître... Et à mon avis, aucun de ces problèmes, le gouvernement ne s'est même pas prononcé par rapport aux violences. On y reviendra. Il n'a pas traité le problème de fond et il n'a même pas touché au problème que la partie anglophone pose. Très bien, on y reviendra. Déjà, restons un peu sur cette affaire de droits de l'homme, Maître Etienne Abesselo. Je pense que c'est justement même l'un des thèmes qui sera abordé dans cette conférence internationale. Alors, est-ce qu'au regard de... Vous comprenez la réaction de la communauté internationale aujourd'hui? Il y a le département d'État américain qui a commis un communiqué dans lequel justement il interpelle le Cameroun sur le respect des droits de l'homme. Est-ce que vous comprenez la communauté internationale lorsqu'elle est inquiète aujourd'hui au regard de toutes ces manifestations, ces avocats qui ont été molestés également à Bamenda, la réaction du gouvernement face à la grogne des étudiants à Buea? Est-ce que vous comprenez quand même l'inquiétude de la communauté internationale? J'ai été membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés pendant une dizaine d'années. Il y a quelques années, il y avait une grève à Buea. Je crois 2 étudiants étaient décédés.
Et nous avons été commis par la Commission à la demande des institutions internationales des droits de l'homme pour aller enquêter. Parmi les recommandations que nous avions faites au gouvernement, parce que cette commission-là, c'est une OG, une organisation gouvernementale des droits de l'homme, et qui a pour tâche d'accompagner le gouvernement dans le respect des droits de l'homme, la promotion et le respect des droits de l'homme. Nous avons recommandé, nous avons dit au gouvernement que dans un pays, tout pays, les émeutes sont normales. Il faut pouvoir intégrer ce fait que à un moment donné, des gens peuvent en avoir ras-le-bol et passer au stade de l'émeute. Le devoir d'un gouvernement, c'est de prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas de débordement. Je vais prendre un peu de liberté par rapport à cela, à mon nom personnel, pas au nom du barreau, pour dire que ce que nous avons vécu avec les avocats, il y a eu un encadrement. Les avocats ont marché, sont venus au palais pour présenter leurs revendications. Le palais était bloqué, ils ont dit ils marchent avec leurs revendications sur une certaine distance. Ils se sont engagés dans la rue, encadrés par la police. Les Benskins, comme on les appelle, les mototaxis, ont voulu s'approcher, ils leur ont dit éloignez-vous, ça ne vous concerne pas. Ils sont arrivés à la fin du parcours, ils étaient en train de féliciter les membres de la police quand tout d'un coup quelqu'un a tiré une bombe lacrymogène et panique. Au lieu de tomber peut-être sur les mototaxis qui étaient à côté, c'est tombé droit à l'intérieur du groupe des avocats. Et je ne voudrais pas mettre de l'huile dans le feu parce qu'il y a eu des choses affreuses. Le problème est celui de la disproportionnalité de la réaction. Chaque fois qu'il y a des émeutes, ce que nous appelons habituellement le mami wata, c'est normal dans un pays quand certaines normes ne sont pas respectées. Et les policiers, le tout, c'est que l'on permette déjà l'expression, que l'expression puisse se dérouler, c'est-à-dire avoir l'habitude, la culture de la revendication. Lorsque nous aurons eu cette culture-là, je crois que nous aurons beaucoup avancé. S'agissant des institutions internationales, nous avons signé entre autres le pacte international relatif aux droits civils et politiques, sans réserve. Il n'y a eu aucune réserve avec le pacte facultatif et nous devons d'entrer dans les normes définies par ce texte. Donc et par d'autres. C'est normal que lorsqu'il y a des images telles que nous avons vues, on dit que c'est la manipulation, c'est des images manipulées, ainsi de suite. Non. Mais nous avons des témoignages qui affirment quand même qu'il y a eu un certain nombre de débordements dans la réaction. Et je pense que il serait temps que l'on prenne la mesure des choses et que lorsqu'il y a un problème se pose, quand j'entends dire que ce n'est pas un problème spécifique à tel, le problème est général, est-ce que cela signifie qu'on appelle les meutes sur l'ensemble du territoire? Soyons un peu responsables de temps en temps. Docteur Jeannette Wanguin, le ministre de la Communication a réagi au nom du gouvernement à ce communiqué des États-Unis qui interpelle donc le gouvernement camerounais au respect des droits de l'homme. Ça marche pour disperser donc les manifestations. Et le ministre qui a donc révélé par exemple que pour lui tout s'était passé avec professionnalisme, les forces de l'ordre et l'administration avaient agi avec professionnalisme dans le cadre de la manifestation de Buea et de Bamenda par exemple. Et le ministre a donc révélé qu'il y avait par exemple un policier, un élément des forces de l'ordre qui avait été tué pendant ces revendications. Est-ce que finalement c'est difficile de prévenir les débordements dans ce type de mouvement? Est-ce que finalement on ne peut pas penser que ça échappe? C'est pas peut-être volontairement qu'on arrive à avoir une situation qui dégénère et que c'est difficile finalement de contenir ce type de mouvement?
Non, je ne pense pas qu'il soit difficile de contenir un tel mouvement. Parce qu'en tant qu'enseignante à l'université de Douala, je me souviens bien qu'en 2014, il y a eu une cessation des activités d'enseignement. Mais nous, en tant que syndicalistes, pendant toute cette période-là, nous étions responsables des actes que nous étions en train de poser, en demandant simplement aux étudiants de ne pas se mêler de ce qui ne les regarde pas. Donc, nous, on était par exemple sur nos lieux de service, mais on ne dispensait pas des enseignements. Donc, comme quoi, il y a eu débordement, parce que quoi, nos forces de police doivent également être sensibilisées dans ce sens-là. Parce que quand ils vont sur le terrain, ils font comme s'ils avaient affaire à des lions qui étaient en train de dévaster un village. Or, ce n'est pas le cas. On a vu à Boya comment les hommes en tenue ont sorti les enfants de leur chambre. Oui. Donc, ces enfants ne sont même pas sur le campus. Ces enfants sont dans les cités universitaires. D'où vient-il que les gendarmes, je ne sais pas, je ne me distingue pas trop les tenues, que les hommes en tenue sortent les enfants de leur chambre? Il y a une jeune fille qui avait un sous-vêtement. On l'a tabassée. Moi, je l'ai entendu dire « Uncle, please ». Donc, elle utilise même un terme familier pour supplier. Mais il n'écoute pas. On l'a roué de coups et on l'a fait asseoir. Donc, comme quoi, c'est pas parce qu'il y a des choses imprévisibles. Des choses imprévisibles vont exister, certes, mais la réponse n'est pas celle que nous attendons. Donc, même ces policiers gagnent. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils ont reçu des ordres de quelqu'un. Tout à fait. Et la logique voudrait que vous qui n'êtes pas sur le campus, malheur à vous si vous vous y rendez. Donc, si vous vous rendez au campus de Boya, voilà ce qui va vous arriver. Donc, c'est une manière, c'est une guerre psychologique, en fait, mais qui débouche sur des conséquences énormes. Mais Kawala, justement, dans cette revendication, dans cette manifestation des étudiants Boya, lorsque les étudiants disent, par exemple, oui au fédéralisme, est-ce qu'on est encore dans la manifestation estudiantine? Est-ce qu'on n'est pas justement dans ce qu'on appelle manipulation, ce que d'autres appellent manipulation politique, lorsque des étudiants qui sont censés revendiquer, par exemple, la prime de l'excellence, se trouvent en train de parler de fédéralisme, se trouvent en train de parler de la question des questions politiques? Est-ce qu'on n'est pas justement dans la manipulation politique à ce niveau-là? Bon, on entre là peut-être dans les différences de nos cultures anglophones et francophones, parce qu'il y a des termes qui sont utilisés en français qui sont difficilement compréhensibles du côté anglophone. Manipulation politique, récupération politique. Chez nous, c'est des termes qui n'existent pas. Le système éducatif et politique, qui décide du système éducatif? C'est une ONG? C'est une entreprise privée? Ce sont des politiques. On appelle ça même quoi? La politique d'éducation. Donc c'est normal que les étudiants c'est tout à fait normal que des étudiants qui estiment que... Est-ce que quelqu'un a donné une explication à ces étudiants de Boya pourquoi eux, ils payaient cette pénalité et aucun autre étudiant sur le territoire national n'était sujet à ça? Voilà des choses qui aggravent le problème anglophone, parce que de là, comme je dis, la mauvaise gouvernance crée toujours un terrain fertile pour des idées extrémistes. Il y aura toujours quelqu'un pour expliquer votre situation en vous disant, en fait, c'est parce que vous êtes anglophone qu'on vous traite comme ça. Dans une récupération. Et tout de suite, non, écoutez, il faut arrêter avec les termes récupération, etc. et traiter les problèmes. Pourquoi toujours nous amener récupération politique, manipulation politique? Ce sont des adultes, bon sang. Vous avez eu l'impression qu'il y avait un enfant là-dehors qui n'arrive pas à réfléchir pour lui-même? Et ce que je voudrais dire par rapport à ces violences, l'État camerounais, jusqu'ici, d'abord le ministre de Communication a dit qu'il n'y a pas eu de violence. Première chose, extrêmement grave. Il a précisé que les cas de deuxième annoncés sont en examen. Deuxième chose, c'est que, heureusement pour nous, notre gouvernement, au lieu de traiter les réseaux sociaux de terroristes, etc., pourrait les utiliser à son avantage. Aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Ces gens, il n'y avait pas, comme le docteur Wangeng le disait tout à l'heure, ces personnes qui étaient sur le terrain répondent. On est en train de parler de l'armée, bon sang. On en parle des forces de l'ordre. On répond à l'ordre. Donc, quelqu'un les a donné l'ordre.
qu'il faut aller réprimer ces enfants-là de cette manière-là, soit ce n'a pas été le cas, auquel cas, 24-48 heures après, avec les images que nous avons, les sanctions devraient être en train de tomber. Ce n'est pas le cas. Et je voulais juste dire, Maître Abesolo, you understand English? Yes. Okay, wonderful. I will say this in English. I'm very happy to hear you talk, to hear you say on a personal level that what happened is completely abnormal. But I want to say to you that for the rest of us as Cameroonians, the silence of the Bar Association is troubling. Because you are a bar association. You are part of what upholds the law in Cameroon. Your colleagues, your Anglophone colleagues, you talked of the Bamenda incident. But what did we see in the Southwest? Lawyers in robes and wigs were being beaten and thrown on the ground. They were maltreated as if they are vulgar, even a bandit, even a thief still has human rights. Yes. They were mistreated completely, and we are not hearing the Bar Association. I have to give. I know you are not a personally responsible, but I have to give you this message because in our society, everybody has to play their role. As a bar association, it is not important whether we agree with the demands of the students or the lawyers, but we have to say every Cameroonian who goes out to demand their rights must be treated with respect, and more to that, lawyers. So the Bar Association, I'm sorry, at this point in time, your silence is very loud. It's very, very loud. Très bien. Petite réponse, Maître Abesolo, avant d'avoir passé. Nous nous sentons interpellés. Il y a des stratégies dans toute confrontation. Et il y a une expression qui dit que il faut, avant de parler, il faut voir si ce que l'on va dire vaut la peine plutôt que le silence, vaut plus que le silence. Si on m'avait posé la question tout à l'heure par rapport à ce problème où on en est, le barreau, dans son organisation, c'est-à-dire le bâtonnier et le conseil de l'ordre, se sont réunis. Et pour savoir réellement ce qui s'est passé, le bâtonnier, avec certains membres du conseil de l'ordre, sont partis à Bamenda. Ils ont rencontré avec les gens de FACLA, ils se sont vus. Il a soigneusement pris tout ce qu'il y avait comme revendication. Il a dit, je n'ai particulièrement pas grand-chose à vous dire. Je suis venu d'abord comprendre. Parce que lorsque on parle du problème anglophone, vous avez parlé de culture. Et lorsque l'anglophone dit, je dis quelque chose, on dit politics. Il dit, mais politics, ça me concerne, ça concerne ma maman, ça concerne, c'est la trame même de la vie, ce sont les fils de la vie, des fils de la vie qu'il s'agit. Alors, il faut rentrer dans la logique de la revendication. Il y est entré, il est reparti à Yaoundé, il a posé des problèmes. Nous sommes, je vous l'ai dit, nous avons de très anciennes habitudes de fonctionnement ensemble. Il y a des moments où l'on choisit de ne pas rajouter de l'huile dans le feu, posant ou transportant les réclamations, les portant convenablement, pas à l'adresse du public nécessairement, mais dans un cadre d'efficacité pour dire je les porte et maintenant voilà les problèmes, et c'est après qu'on réagit. Quand on réagit, on dit j'ai fait ceci, je suis allé vers les avocats anglophones, ils m'ont expliqué un certain nombre de problèmes, je suis venu, vous êtes mes interlocuteurs, vous, ministre de la Justice, vous, Premier ministre, je vous ai posé les problèmes tels qu'ils existent et pour lesquels nous sommes concernés. Nous ne pouvons ne pas être concernés quand vous voyez le thème choisi pour la CIB. Et donc, à l'heure actuelle, il y a eu un... Comment dire, les liens de dialogue étaient extrêmement distendus, vous convenez avec moi. À l'heure actuelle, ces liens de dialogue sont renoués et je m'en réjouis parce que
on a toujours l'impression que il faut que ça explose pour qu'on se passe sur un problème. Peut-être nous avons un peu trop de problèmes, mais il faudrait quand même qu'à certains moments, même si on doit effleurer un problème, qu'on y touche. Parce qu'au bout d'un certain temps, on a l'impression que tout est abandonné. Et ensuite, et je terminerai par là, dans l'histoire de deux entités culturelles dans un pays, si vous voyez au niveau du Comité des droits de l'homme, le Canada est le pays qui saisit le plus le comité. Ils sont à 200 quelque chose, quand le Cameroun est à 8. Ça signifie que lorsque, et c'est la réalité inverse, et c'est les deux seuls pays au monde qui sont comme le français anglais. Oui. Si vous touchez aux droits d'un Québécois, ça devient extrêmement grave. Ils veulent continuer d'exister. Les anglophones veulent continuer d'exister en tant qu'anglophones. Il faut que nous le comprenions. De temps en temps, on peut l'oublier, on peut se laisser aller par d'autres impératifs. Mais à ce moment-là, quand il le rappelle, il faudrait qu'on prenne la mesure des choses. Il y a toute une histoire à partir de nos frères qui ont choisi de se détacher du Nigeria pour venir ici, retrouver leurs frères qui étaient, il faut le rappeler de temps en temps parce que l'histoire du Cameroun est extrêmement lourdement enseignée dans la culture anglophone. Ici, dans la zone francophone, c'est assez survolé. Et lorsque vous voulez comprendre le problème anglophone, rapprochez-vous d'un ancien, il va vous expliquer pourquoi ils ont choisi de venir ici et ce qu'ils estiment être des frustrations aujourd'hui qui sont exacerbées d'une façon ou d'une autre. Vous voulez réagir rapidement? Oui, je voudrais juste qu'on revienne sur le sujet qui porte sur les émeutes estudiantines à l'université de Buea. C'était pas des émeutes, c'était des manifestations. Non, je m'en tiens au titre oui, qui a été... C'était pas des émeutes, c'était pas des émeutes. Bon, si vous voulez, les manifestations... je voulais juste dire que aujourd'hui, ce problème aurait pu se poser dans n'importe quelle université camerounaise dès lors qu'on demande aux enfants, aux étudiants, autant pour moi, et étudiants de payer 10 000 francs de plus. Parce que quand on voit la constitution actuelle de l'université de Buea, ce n'est pas, je ne suis même pas souvent d'accord avec le thème anglophone, mais plutôt des populations d'expression anglaise. Les conditions aujourd'hui pour entrer à l'université de Buea, c'est pas être... de la zone dite anglophone, mais il faut simplement avoir une certaine moyenne qui nous permet d'accéder en première année à l'université de Buea. Donc, c'est désormais l'université d'expression anglaise du Cameroun, peu importe la socioculture ou la socio-anthropologie des étudiants qui s'y trouvent. Donc, c'est simplement un malheureux hasard qui fait que ce sont les étudiants de cette université-là qui soient confrontés à ce problème au moment où les avocats ont déjà un premier problème. Donc, ce problème aurait pu se poser ailleurs. Ça pouvait être l'université de Douala. C'est simplement que quoi, à force, en ma petite analyse, ces étudiants d'expression française qui se retrouvent dans les universités d'expression anglaise ont fini par adopter la culture des populations d'expression anglaise, où on a tendance à véritablement respecter le droit, où les enfants sont enseignés pour dire, quand la maîtresse ou le maître, l'enseignant fait ce qu'il n'est pas bien, il faut pouvoir le lui rappeler. Alors donc pour vous, c'est pas une question anglophone, c'est juste... Non, c'est une culture d'une certaine... C'est désormais la culture d'une population qui ne sera pas passive face à une certaine situation. Peut-être le même problème se serait posé à l'université de Douala. Les étudiants n'auraient pas réagi parce que quoi, ils n'ont pas cette culture-là de réclamer ou de revendiquer quand leurs droits sont bafoués. Encore que sur la question des primes de l'excellence, on a souvent les mêmes problèmes à l'université de Douala. Oui, mais on ne voit pas de réaction. Dès qu'ils n'ont pas leur voir juste rapidement une petite vidéo de la réaction du ministre de la Justice face à ces problèmes-là. Et puis on en reparle juste en quelques minutes sur la technique qui nous permet d'avoir cette réaction. Je voudrais avoir votre avis sur cette façon d'aborder les problèmes anglophones, cette réaction que le ministre a eue face à cette grogne dans les villes de Bamenda et de Buea. Tout le monde, du moins les personnes instruites, parlaient allemand. Est-ce qu'il faut vraiment que les langues des autres, la culture des autres, les comportements des autres, nous empêchent d'être Camerounais et d'être fiers d'être Camerounais, de trouver nous-mêmes notre propre voie pour les Camerounais?
devons-nous nous revendiquer de cette abstraction coloniale que nos parents et nos grands-parents ont combattu pour arriver à l'indépendance? Ayons le courage d'être Camerounais. Et soyons Camerounais. Acceptons ce que la colonie nous a apporté en bien, mais la colonie n'est pas venue pour nous diviser à cause de leur langue, de leur usage, de leur coutume et de leur tradition. Soyons Camerounais, acceptons d'être Camerounais, ayons le courage d'être Camerounais. Et trouvons la voie qui permet aux Camerounais d'être Camerounais. Ni francophones, ni anglophones, ni germanophones, ni hispanophones, tout ce que vous voulez dire. Aujourd'hui, on enseigne le chinois et les autres langues à l'école. Soyons Camerounais et posons les problèmes des Camerounais. Très bien. Edmond Kamga, votre réaction. Est-ce qu'on doit laisser les langues anglophones, francophones nous diviser aujourd'hui? Je viens d'écouter la réaction du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je m'inscris en faux contre tout ce qu'il vient de dire, notamment au niveau... Il a conclu sur la partie la plus choquante. Il dit ni francophone, ni anglophone, ni germanophone. Mais je me rends compte que le ministre de la Justice ne connaît pas l'histoire du Cameroun. Finalement, il démontre à suffisance qu'il ne connaît pas l'histoire de ce pays. Parce que nous sommes à la fois francophones, anglophones, et il y en a même qui sont à la fois francophones et anglophones. Et je peux même dire, pour ceux qui, au-delà des études d'allemand qu'ils font, sont germanophones, nous devons assumer l'identité culturelle camerounaise qui intègre les langues que nous avons apprises, n'est-ce pas, de ceux qui sont arrivés ici au Cameroun. C'est-à-dire ces pays-là qui ont eu historiquement le devoir ou le droit, en tout cas c'est la SDN et l'ONU, qui leur ont permis d'avoir le territoire du Cameroun sous mandat et sous tutelle. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes Camerounais, mais nous ne sommes pas francophones, nous ne sommes pas anglophones. Ça c'est une fiction qui donne l'impression, qui confirme même la règle, qui veut que on a la preuve que le gouvernement a totalement nié l'existence des anglophones et que le gouvernement veut également nier l'existence même du francophone. Très bien. Une réaction rapidement. Mais je voudrais terminer en disant quelque chose qui est formidable. Parce qu'on ne peut pas comprendre les questions anglophones sans revenir à la démission le 9 juin 1990 de John Boufoncha. Yeah. John Boufoncha était l'ancien vice-président de la République fédérale du Cameroun. Lorsque il a été victime des frustrations, c'est-à-dire celui qui était président de la République fédérale du Cameroun, c'était Amadou Ahidjo. Il y a eu une sorte de compromis qui leur ont permis d'avoir la République fédérale du Cameroun le 1er octobre 1961. Je précise que c'est ce jour-là que l'État anglophone, l'État d'expression anglaise, obtient son indépendance et s'associe avec l'État, avec la partie francophone, le Cameroun oriental. Et les deux forment la République fédérale, qui reconnaît des États fédérés dans les deux entités. Et c'est sur cette base que John Boufoncha, dans son esprit, croyait que le Cameroun allait pouvoir fonctionner jusqu'au bout. Mais il a été déçu. Sa première déception, c'est lorsque Ahidjo décide de procéder à l'unification dans des conditions désastreuses. Revenons à la démission dont je parle, parce qu'elle est plus récente. Lorsque le 9 juillet 1990, il démissionne de ses fonctions de vice-président national du RDPC, il dit ceci, je le cite: la Constitution est bafouée, elle est manipulée. On encourage les gens à organiser des manifestations contre le multipartisme. Fin de citation. Très bien. Il faut réfléchir à ça pour comprendre tout ce qui se passe par la suite. Parce qu'on parle ici des manifestations et autres. Très bien. Je propose qu'on embraye directement sur le deuxième sujet, puisque c'est une continuité du premier, avec la réaction justement du gouvernement face à ces grognes-là. Alors, il y a les avocats, mais il y a également les enseignants, par exemple, qui ont entamé donc une grève dans ces parties du pays, et le gouvernement qui a donc entrepris cette fin de semaine de prendre un certain nombre de mesures. On peut citer la création de la mise sur pied d'un comité interministériel qui est donc chargé de réfléchir aux problèmes que posent les syndicats anglophones et de tenter d'y apporter des solutions. Il y a également l'autorisation de recrutement de 1000 jeunes diplômés de l'enseignement supérieur qui vont donc renforcer les effectifs des enseignants
étudiants diplômés bilingues, il faut le préciser, vont renforcer les effectifs d'enseignants dans les régions concernées. Donc certainement, ce sera les régions du nord-ouest et du sud-est. Alors, Kawala, comment est-ce que vous voyez cette réaction du gouvernement? Est-ce que le gouvernement est quand même dans une logique de tenter de calmer la situation, d'apaiser quand même les tensions qui sont montées dans ces parties du pays, notamment avec les enseignants? Le gouvernement est dans sa forme de réaction et même de gouvernance habituelle. Soit il gronde, comme on vient de voir le ministre faire, des gens posent des vrais problèmes, il les gronde. Hein, voilà, vous ne devez pas poser ce problème-là, etc., etc. Je voudrais te faire remarquer que le ministre qui est en train de dire que on n'est ni francophone ni anglophone, il le dit dans quelle langue? Il a parlé en douala, il a parlé en français. Donc il est francophone. Lui qui est ni francophone ni anglophone, il parle bien la langue, une de ces langues-là, pour s'exprimer à d'autres personnes et sans s'en tenir compte du fait qu'il y a des millions de Camerounais qui ne comprennent pas cette langue. Alors, sur les décisions, sur cette tentative de mesures, ils sont dans leur habitude. Avec les mesures, ils sont face à des Camerounais qui ont des blessures profondes et comme d'habitude, ils donnent un bonbon pour te distraire, pour dire que en fait, ça ne fait pas si mal que ça. Prends ce petit bonbon. Les enseignants anglophones, d'ailleurs, se sont réunis ce week-end et ont déjà sorti le communiqué pour dire que la grève continue et qu'ils ne trouvent pas que ces mesures-là sont à la hauteur. Pourquoi? 1000 enseignants bilingues, prenons cette mesure-là. Ça correspond à quoi? Il y a combien d'écoles du côté anglophone qui sont en manque d'enseignants? Les enseignants ont bien spécifié le problème, le manque d'enseignants. Quand il dit 1000, ça correspond à combien d'écoles? Première des choses. Deuxième chose, il dit 1000 enseignants bilingues. Ces enseignants-là sortent d'où? Il y a quelle école de formation d'enseignants au Cameroun qui est bilingue, qui forme des enseignants bilingues? Ça n'existe pas. On met un pot d'argent de 2 milliards de francs CFA en fin d'année budgétaire. Il faut savoir comment est-ce que le budget camerounais est géré. Et on met un pot d'argent là, en s'attendant que les gens se ruent dessus et que ce soit une distraction par rapport aux problèmes profonds qu'ils posent. Donc, les anglophones, c'est de la distraction. C'est de la distraction. On reviendra. Ce gouvernement, c'est un gouvernement qui a échoué et qui continue à échouer. Ce n'est pas le seul problème auquel il échoue. Le système éducatif francophone a autant de problèmes, sinon plus, que ce que les anglophones sont en train de revendiquer. Je voulais juste dire une chose pour ce que Dr Wanguin a dit tout à l'heure. Lui, le ministre dit, il faut qu'on trouve notre propre voie. Trouver sa voie, c'est embrasser son histoire, savoir qui on est, l'assumer, et puis définir, dire, on va plutôt dans telle ou telle direction. Voilà ce que c'est que trouver sa voie. Dr Wanguin a dit tout à l'heure, qu'est-ce que les anglophones apportent à l'Union? Les francophones apportent des choses à l'Union, les anglophones apportent des choses à l'Union. Une des choses que les anglophones apportent, c'est cette tolérance très très basse pour tout ce qui est injustice et illégal. Et ça, on devrait l'embrasser et le tenir comme exemple. Docteur Wanguin, ces mesures que le gouvernement vient de prendre, c'était également l'une des revendications des enseignants, hein, d'avoir un comité pour réfléchir sur les problèmes qu'ils posent. Alors, est-ce que vous avez l'impression que, en le faisant, le gouvernement tente d'apporter des solutions? Le gouvernement est plie face à la grogne. Comment est-ce que vous analysez cette réaction du pouvoir en place? Non, je dirais juste que c'est une sorte de saupoudrage. Parce qu'en réalité, il faut d'abord qu'on fasse de la recherche pour savoir quel est le problème qui est posé. Quels sont les problèmes qui sont posés? Quelle est la réalité qu'on a observée sur le terrain? Et maintenant, en fonction des résultats de cette recherche, on va proposer des solutions concrètes.
C'est-à-dire pour vous, les mesures elles sont prises à la hâte ou... Oui, quelque part à la hâte, à moins que... Bon, de toutes les façons, les mesures sont prises vraiment à la hâte. Parce que quoi, on veut simplement avoir le calme sur le terrain. Justement, il faut avoir le calme, puisque si elles ne sont pas prises des mesures, la grève elle se poursuit. Il faut trouver une façon de désamorcer cette grogne de toute manière. Mais la façon de désamorcer, c'est la façon de désamorcer qui pose problème. Quels sont les problèmes qui sont rencontrés par ces enseignants-là? Et quelles sont les solutions qu'on y apporte? Et comme Kawala l'a dit tout à l'heure, cet argent qui sera investi ou le recrutement, on recrute qui? Dans quel domaine? Parce que nous avons des professeurs de mathématiques, des professeurs d'histoire. Dans les sciences et dans les techniques. Dans tous les domaines. Mais donc, je dis dans le communiqué, c'est précisé que c'est dans les sciences et les techniques qu'on recrute. On a besoin de combien d'enseignants de géographie? Et les 1500, nous aurons combien de géographes? Combien d'historiens? Il faut tenir compte de tout cela. Parce que quoi? Le système, ces écoles-là, on en trouve désormais dans la région, on va dire, d'expression francophone. Parce que par mimétisme, il y a plusieurs parents d'expression française qui envoient désormais leurs enfants dans les écoles d'expression anglaise. Donc le problème ne se limite pas, le problème de l'éducation ou des enseignants d'expression anglaise ne se limite pas aux zones d'expression anglaise. Donc le problème est plus profond qu'on ne l'imagine. Maître Étienne Abessolo, dans le cas des avocats par exemple, avec finalement cette disponibilité des textes OHADA en version anglaise, est-ce qu'on a avancé dans les demandes, dans ce que demandaient les avocats d'expression anglaise? C'est un premier pas. Les questions se posent, peuvent trouver des solutions dans une séquence proche, une séquence moyenne, une séquence lointaine. Pour l'instant, le premier pas, je reviens toujours à l'histoire. J'étais parmi les premiers à aller en formation à l'école de l'OHADA, l'ERSUMA Porto Novo. Nous y sommes arrivés, on devait parler du droit des sociétés. Et lorsque le formateur a abordé le sujet, nous a donné des textes, je lui ai dit, je suis Camerounais, nous avons un problème avec les textes de l'OHADA, en ceci que nous ne sommes pas certains que la traduction que vous faites de la société anonyme corresponde à ce qu'on appelle par exemple PLC ou autre. Donc ce n'est pas une simple question de traduction littérale, mais une question de rentrer dans l'esprit de la loi de chacun et de dire, si nous faisons une réforme, c'est-à-dire nous créons des types de sociétés qui intègrent à la fois la culture la culture française et la culture anglaise, c'est-à-dire le droit anglo-saxon et le droit latin, qu'on le fasse. Mais si vous amenez un droit qui est déjà fondamentalement dans l'esprit latin et que vous fassiez tout simplement une traduction littérale, cela ne pourrait pas marcher. Et il a créé tout de suite un atelier pour ces affaires de traduction, et quand je suis arrivé au Cameroun, il m'a envoyé la version traduite. Le problème est un peu plus général qu'un problème de simple texte. Maintenant, les anglophones ont les instruments, mais dans leurs revendications, ils disent aussi, je ne suis pas leur porte-parole, il faudrait quand même un jour qu'on leur tende réellement le micro pour qu'ils puissent exprimer que... Ils l'ont déjà fait, oui, sur le Cameroun entier, qu'ils disent de quoi il s'agit. Et ils l'ont eu à le signaler que ce n'est pas une simple question de traduction, c'est des outils de travail qui doivent être utilisés dans le cadre d'une culture donnée. Et le problème se posait quand il disait, nous sommes des avocats. La première expression chez les anglophones, c'est l'avocat qui la porte. C'est comme ça qu'ils prennent ça. Quand vous dites politique, ils disent nous assumons. Parce que lorsque quelqu'un peut partir de sa maison, convoquer ou bien aller porter plainte, quand il est entendu par un francophone, ou bien quelqu'un qui va à l'hôpital trouve un médecin qui ne maîtrise pas l'anglais et qui écrit en français. Quand elle va ramener, ou c'est un enfant, ramener
tout ça à ses parents qui vont lire, qui ne pourront pas comprendre. Il s'agit en fait de ces problèmes. C'est pour ça que je parlais de la trame de la vie. Il ne s'agit pas de débat politique au sens politicien du terme. Il s'agit de débat politique au sens des intérêts de la cité. Et ceci étant dit, chez les avocats, nous avons l'habitude de la dialectique. On avance. Nous allons trouver, à tout le moins dans notre secteur, nous allons trouver des solutions. Ça, c'est certain. Comme j'ai dit, les liens du dialogue sont renoués. Nous allons y avancer petit à petit, mais le problème reste plus général. Que seulement dans le secteur, dans le corps des avocats. Alors, Edmond Kambia, quand on explique ici sur ce plateau, on a vraiment l'impression que le problème est profond. Est-ce que la solution viendra peut-être de cette conférence nationale qui a été demandée à Bamenda? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un terme qui a été évoqué après la marche des parlementaires dans cette partie du pays. Est-ce que ce sera peut-être par là que passera la solution finalement? Quel que soit le nom que l'on donne au débat qui doit s'ouvrir sur cette question-là, il faut que le débat ait lieu. Il faudrait qu'il y ait ce dialogue-là, il faudrait cette plateforme qui permettra, n'est-ce pas, à tous les Camerounais, et les francophones et les anglophones, de débattre sereinement de leurs questions. Parce qu'en fait, il s'agit de tous nos problèmes. Parce que les anglophones sont nos frères. Déjà que nous envoyons nos enfants, comme on le signalait tout à l'heure sur ce plateau, dans le système éducatif anglophone, parce que nous apprécions les qualités et les vertus de ce système. Donc on ne peut pas à la fois apprécier les qualités et les vertus d'un système et rejeter en bloc tout un compartiment, c'est-à-dire toute cette communauté-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas à la fois dire que les gens-là, ils posent même quel problème, mais en même temps on reconnaît qu'il y a du bon dans ce qu'ils font, dans leur système. Donc laissons de côté la politique de l'autruche, ouvrons le débat et permettons à ceux-là qui ont marché, à tous ceux qui font des revendications, de poser sur la table les problèmes. Et je rappelle, pour terminer ici, que lorsque l'ancien secrétaire général de l'ONU, qui s'appelle Kofi Annan, est arrivé pour la première fois ici au Cameroun, le problème anglophone a été soulevé. Il a demandé au chef de l'État et à son gouvernement d'ouvrir le dialogue avec le SCNC. Qu'est-ce qui a été fait depuis? On en est là. Voilà, votre avis sur la question. Conférence nationale, c'est ce qu'il faudrait peut-être. Il y a d'autres termes qui ont été évoqués. Je voulais d'abord reprendre sur cette question-là. Le terme que nous utilisons au Cameroun People's Party et au niveau de Stand Up for Cameroun, la plateforme qui regroupe plusieurs partis et plusieurs associations, c'est la transition politique. Nous estimons qu'il faut un dialogue national et ce dialogue national-là, il est profond et il est large. On doit discuter de la forme de l'État. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cet État-ci, centralisé, avec toutes les décisions qui sont prises à Yaoundé, avec un petit clic de personnes qui ont concentré et les ressources et les décisions entre leurs mains, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour nous, Camerounais, qu'on soit anglophone, francophone, ou bien, comme j'ai vu quelqu'un écrire sur le net, et wondophone, ça ne marche pas. Ce dialogue national doit tenir compte de toute notre histoire du colon. Ça doit tenir compte de ça. J'entends beaucoup de mes... moi, je me considère comme quelqu'un qui est très fortement attaché à l'histoire et la culture africaine. Mais si on commence à dire aux gens, ah, nous sommes des Africains ou bien nous sommes des Camerounais, nous ne sommes pas des anglophones ou des francophones, on ne pourra pas les amener. Il faut d'abord qu'on embrasse cette histoire, qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Les exemples ont été donnés ici. Monsieur Kambia, les effectifs dans les grands lycées anglophones, CK, Sacred Heart, etc., c'est entre 50 et 60% des enfants d'origine francophone. Donc, il y a quelque chose que ce système-là nous apporte. Donc, il nous faut ce grand dialogue national, il nous faut discuter de la forme de l'État, il nous faut réécrire la constitution du Cameroun, parce que cette constitution aujourd'hui ne reflète pas qui nous sommes. Il nous faut reformer complètement le système électoral en tenant compte de certains éléments
positives qui viennent du côté anglophone, et ce n'est qu'après ça qu'on pourrait dire qu'on va avoir des élections, on va construire un nouveau Cameroun, etc. Donc nous, aujourd'hui, nous nous battons pour cette transition politique qui d'ailleurs, je voudrais le préciser, la transition n'est pas gérée par les politiques. Ce n'est pas géré pour nous, ce n'est pas géré par Madame Kawala ou bien Monsieur Fundi ou bien... Non, c'est géré par des personnes qui ont une intégrité, qui se sont montrés comme dévoués à la nation et qui ont une technicité pour nous permettre d'adresser ces problèmes complexes et profonds que, je suis désolée, le régime Biya a déjà fait démonstration de son incapacité de gérer. Merci. Docteur Wangé, avant de passer à autre chose, il y a également notre terme qu'on a entendu à cette marche à Bamenda, après cette marche à Bamenda, le fédéralisme. Est-ce qu'on devrait en arriver là? Bon, si on ne tient pas compte de l'histoire du Cameroun, il est clair que tout sera biaisé dès le départ. Parce que de mon point de vue, le Cameroun n'est pas... Je pense que c'est souvent impropre de dire que le Cameroun est un pays bilingue. Le Cameroun est un pays qui hérite de la France et de l'Angleterre. Ceux qui sont du côté francophone, si on peut se permettre d'utiliser ces termes, sont restés dans un système totalement différent du système dit anglophone. On n'a qu'à regarder le système éducatif. Quand on est à l'école primaire, pendant longtemps, le CEP, dans le système francophone, c'est au bout de 6 ans, au coût moyen 2. Or, dans le système anglophone, c'est au bout de 7 ans. Le BPC, c'est au bout de 4 ans. Dans le système anglophone, c'est au bout de 5 ans. Donc, quand on prend simplement le niveau éducatif, on se rend compte qu'on a d'un côté, on a en fait deux réalités. Une réalité francophone et une réalité anglophone où les deux sont fondamentalement différents. Quand vous prenez les enfants qui sont dans les écoles bilingues, il a dans son sac un ensemble de livres pour tout ce qui est matière dispensée en français et dans le même sac un ensemble de livres pour tout ce qui est dispensé dans le système anglophone. Or, qu'est-ce qui est bilingue? Ça veut dire que le cours de mathématiques peut être dispensé. Le livre qu'on utilise en anglais, en mathématiques, devrait être le même qu'on utilise en français. Ça veut dire l'enfant, son prof de mathématiques est francophone, et parce que dans toutes les écoles, c'est dispensé en français, et son prof d'histoire est anglophone. Ça veut dire que constamment on vit dans un fédéralisme éducatif. Éducatif. Au Cameroun, il y a toujours ce petit... parce que ces enfants... parce que les enfants, ils font l'histoire en français, encore que quand on prend dans certaines classes, l'histoire même n'est même pas dispensée dans certaines classes. Il n'y a que des matières comme la science, où on va dispenser en anglais, la grammaire, la mathématique. Même la manière de calculer, quand on fait des calculs en mathématiques, c'est pas du tout la même chose. Je reste très réservé. C'est son droit de ne pas être d'accord, mais par contre, c'est la réalité qui est la nôtre. Oui, je l'exprime. Rapidement, je vous en prie. Oui, je reste extrêmement positif par rapport à l'aboutissement heureux de ce processus. Comme vous le dites, j'ai un neveu à Boya à l'heure actuelle. Ma fille était dans une école où jusqu'au cours moyen 1, on avait tout le programme francophone et tout le programme anglophone. Il suivait les deux programmes, son bulletin à les deux systèmes d'éducation. C'est arrivé au cours moyen 1, on choisit soit d'être bilingue, soit d'être anglophone, soit d'être francophone. Et ma fille a choisi d'être anglophone. Elle est à la maison, elle parle français avec les parents, elle parle anglais. C'est pour dire que le politique sera obligé de suivre le mouvement imprimé par le peuple. À l'heure actuelle, les Camerounais se sont rendus compte qu'il y a un avantage certain à être parfaitement bilingue. Et tout le monde, à l'heure actuelle, court vers le bilinguisme. Donc, cette façon de faire, si on a pris la responsabilité, j'utilise bien ce mot, responsabilité, de passer du fédéralisme vers l'État unitaire, et comme disent les anglophones, vers la République du Cameroun tout simplement, il faut qu'on prenne la mesure de la chose et qu'on dise
il faut qu'on aille de l'avant, c'est-à-dire créer le franglais, comme disent les jeunes. Les jeunes parlent, oui, harmoniser, il faut harmoniser et sortir donc quelqu'un de spécial qui intègre complètement les deux cultures. Cela nous amènera beaucoup de tolérance les uns envers les autres, ce qui n'existe pas quand on entend les extrémistes s'exprimer sur cette question. Et cela permettrait que le Cameroun continue à avoir cette spécificité partagée avec le Canada, qui permet que la francophonie vienne, comme c'est le cas au barreau maintenant, avec les avocats anglophones, et que le Commonwealth vienne aussi avec les avocats francophones. C'est cela que nous devons revendiquer aujourd'hui, et non pas dire seulement que c'est la forme de l'État qui est le côté le plus important. La forme de l'État n'a d'importance que par rapport à ce que font les dirigeants. Si les dirigeants décident que, même dans l'État unitaire, nous reconnaissons que nous pouvons avancer en respectant tel ou tel canal, à ce moment-là, la forme de l'État importera peu, mais la forme de l'État, évidemment, doit être conforme à ce qui est à la réalité vécue. Alors, Maître, avant de passer à autre chose, je voudrais bien, comme disait, un dernier mot sur cette rencontre qui se tiendra à Douala, la conférence internationale des barreaux. La conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune ayant... alors, l'état de droit, je crois, c'est l'état de droit. Alors, quelles sont les thématiques qui seront développées? Peut-être qu'ils vont aider à trouver une solution par rapport aux problèmes que l'on rencontre ces dernières semaines au Cameroun. Nous sommes, quand on parle de l'état de droit, pour le commun des mortels, c'est facile. Pour nous, les juristes, c'est extrêmement difficile à donner. Il est très difficile de trouver une définition. Moi, j'ai retenu la plus simple qui dit que l'état de droit, c'est cet état-là qui respecte les lois qu'il s'est données. C'est plus facile comme cela, et puis on tire les conséquences pour trouver les autres aspects. Nous, du côté des barreaux, nous sommes à la recherche de la création d'état de droit et de sa consolidation. Et les thématiques qui ont été choisies, je peux en donner, je peux donner quelques sous-thèmes: à la recherche de l'état de droit, intangibilité des constitutions, vecteur et conséquent de l'état de droit, rôle du juge national, constitutionnel, supranational dans la garantie du droit, garantir l'indépendance des acteurs de la justice, avocats et magistrats, la lutte contre le blanchiment et le terrorisme, implication pour l'avocat, les femmes avocates et avocates de femmes, organisation de la société civile et lanceurs d'alerte, quel est le rôle de la défense, la contribution de la presse à la construction, à la consolidation et à la préservation de l'état de droit. Et je vois que c'est Séverin Tchunke et Alain Foucault qui seront là avec le bâtonnier Mamadou Traoré du Burkina Faso et Eugène Balema-Keng du Cameroun. Donc nous avons ces thèmes-là qui embrassent l'essentiel des secteurs d'expression de l'État pour que nous puissions ensemble réfléchir et trouver des outils à donner aux dirigeants en leur disant voilà ce qu'il faut. Et cela fait suite à Madame Pinto qui avait dit ceci, si vous me le permettez, très rapidement. Elle avait demandé aux États de tout faire pour que, je lis en substance, il faut les États doivent adopter des lois nationales reconnaissant le rôle important et vital que les avocats jouent en ce qui concerne la défense de l'état de droit, ainsi que la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier l'accès à la justice,
le droit à un recours utile et le droit à une procédure régulière et à un procès équitable. Merci, Maître Étienne Abessolo pour ces précisions. Mais avant de passer rapidement, une question pour ce rêve brisé. Elle manque un mot quand même sur cette autre grogne. On le disait tout à l'heure, qui a donc trait au problème foncier avec ce projet d'Ibamba Beach. Oui. C'est une grogne qui a également été... on n'a pas eu le temps de parler de cet autre sujet-là qui est également revenu dans la presse. Comme quoi, il n'y a pas que les grognes, il n'y a pas de anglophones du pays, c'est un peu partout. Alors, est-ce qu'on peut avoir une précision sur cette autre affaire où les populations ont l'impression que la ministre des Affaires foncières bloque aujourd'hui cette nouvelle ville qui doit naître dans cette partie du pays? Oui, si tu permets, avant de répondre à cette question, très rapidement, en quelques secondes, je dois dire, Maître Abessolo a dit que la forme de l'État importe peu. J'ai dit non, la forme de l'État importe beaucoup. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, si le gouvernement actuel, dans l'État unitaire décentralisé, qui n'a pas pu être achevé, parce que le processus décentralisé n'a pas pu être achevé, il y a beaucoup d'ambiguïté, la difficulté à implémenter. Aujourd'hui, on n'a pas achevé le projet de décentralisation parce qu'on n'a même pas encore les régions, c'est-à-dire les conseils régionaux. On n'a pas de présidents régionaux, il faut des régionales, il faut tout le transfert dans les communes de toutes les ressources qui sont prévues par la loi. Donc le processus n'est pas achevé en réalité parce que le gouvernement est embarrassé. Il est dans une forme d'ambiguïté où il ne sait pas s'il faut totalement transférer, donner véritablement le pouvoir aux communes ou alors le maintenir. Donc voilà l'ambiguïté de l'État unitaire décentralisé. Et pour terminer sur ce point, je dois dire qu'on n'a pas fait le bilan de l'État fédéral au Cameroun. Si on avait fait le bilan de l'État fédéral, parce qu'on est passé de l'État fédéral à l'État unitaire sans faire le bilan, de manière unilatérale. Et je pense pour ma part qu'il faudrait, s'il y a un débat, remettre sur la table la question du fédéralisme. Parce que la question du fédéralisme a beaucoup d'avantages quand on lit le fédéralisme et la démocratie. Parce que beaucoup d'imperfections aujourd'hui existent. Parce qu'on a des gouverneurs qui sont nommés. Beaucoup de personnalités, délégués de gouvernement qui sont nommés par décret et qui ne rendent compte qu'au chef de l'État. Dans un style de fédéralisme, on a des gens élus qui rendent compte aux populations. Et les choses, et le développement se porte mieux. Maintenant, en ce qui concerne la grogne, et on a vu depuis quelques jours les ressortissants de l'arrondissement d'Ibamba ont fait pratiquement le pied de grue, ont assiégé, n'est-ce pas, les services départementaux des domaines des cadastres et des affaires foncières pour s'offusquer de ce qu'il y a des difficultés à procéder à la mise en œuvre, n'est-ce pas, du projet de Ibamba Beach. Vous savez, c'est un projet qui date d'il y a 5 ans au moins, depuis qu'il y a eu cet accord de partenariat sur la viabilisation, la mise en œuvre de ce projet de création d'une nouvelle ville d'Ibamba Beach entre les promoteurs immobiliers et quelques chefferies locales de cette région-là. Il y a beaucoup d'agissements qui viennent notamment du ministère des affaires, du domaine des cadastres et des affaires foncières qui empêchent la mise en œuvre de ce projet. Et les populations de cette localité-là, qui tiennent à ce qu'on viabilise ce projet-là, qui pourrait développer la contrée, sont en train d'estimer qu'il faut que l'État fasse quelque chose, il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour que le ministère des domaines, des cadastres et des affaires sociales, qui est par ailleurs impliqué dans beaucoup d'autres affaires du genre, pas seulement à l'Ibamba, même dans d'autres localités, à Douala, à Yaoundé, un peu partout, beaucoup de populations se plaignent. Et on le voit à travers les journaux. Il faudrait que quelque chose soit fait pour que des projets, on le voit, autant pour Ibamba Beach, autant pour Sawa Beach dont on n'en parle plus, il ne faut plus qu'il y ait des agissements. Dans l'ombre. Je n'ose pas dire que c'est de la mafia, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui empêche la mise en œuvre des projets salutaires pour les populations. On aura certainement l'occasion de revenir sur cette question très importante, mais le temps qui nous est imparti tire vraiment à sa fin. En un mot, malheureusement, le rêve n'aura pas été une réalité hier. Je le disais tout à l'heure, le Cameroun qui a finalement chuté à quelques mètres seulement du but dans cette CAN féminine. Rapidement, les dames d'abord. C'est le sport, c'est également de la politique. Vous nous disiez tout à l'heure que dans la culture anglophone, la politique c'est partout, c'est également dans le sport. Alors vous avez certainement vécu cette CAN, cette finale. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? On avait plutôt espoir que de ce côté-là au moins, on aurait eu le sourire hier au stade Amadou Ahidjo. Ça n'a pas été fait. Votre déception, alors comment est-ce que vous avez vécu ces moments? Et pour vous, la faute vient d'où peut-être? Alors, moi je vais faire toujours le lien avec la politique. Edmond Kambé a dit tout à l'heure, il y a une ambiguïté dans l'État unitaire. Après, il parle des affaires foncières et de la mafia. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le Cameroun a décidé de décentraliser en 98.
Depuis 2002, nous avons tout un ministère avec un ministre qui est chargé de la décentralisation. Nous sommes en 2016 et nous n'avons rien réussi à décentraliser. On n'a pas d'ambiguïté. On a un État qui ne veut pas décentraliser. Décentraliser veut dire les ressources, le pouvoir quitte le niveau central et va vers le niveau local. Et les gens qui nous gèrent depuis 34 ans ne conçoivent pas l'État de cette manière. Qu'on soit clair, pour nous, ce qu'il y a à faire, ces gens ont échoué sur tous les plans. Foncière, santé, éducation, réunification, etc. Et même dans le sport où nous avons énormément de talent. Les Lions, première chose, pour moi, pour celles des Lions qui regardent, merci beaucoup. Vous nous avez donné le sourire pendant des semaines et des semaines. On vous en remercie à un moment où on avait énormément de tensions dans la nation. Et ces filles nous ont prouvé une fois de plus qu'en tant que Camerounais, on a du talent, on peut être excellent. Maintenant, perdre un match en foot, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Un match, c'est un match. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de système. Il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de ressources pour ces filles. Il n'y a pas de moyens pour elles pour permettre au talent d'atteindre le niveau de performance qui ferait de nous vraiment les stars du football international qu'on devrait être. Donc pour le Cameroun People's Party, ce qu'il faut, c'est la transition politique pour qu'on doit discuter de la forme de l'État. N'ayons pas peur du fédéralisme. N'ayons même pas peur du mot sécessionniste. Il est sécessionniste, il y en a dans tous les pays où on est à deux. On ne croit pas aux sécessionnistes, à la sécession, mais on doit laisser ces gens-là s'exprimer. Quand ils s'expriment, on va pouvoir définir la forme de l'État qui garde le Cameroun un et diversifié en embrassant son histoire. Docteur Wanga, sur le match d'hier, Cameroun-Nigeria, match que nous avons finalement perdu, votre analyse, votre commentaire. C'est un match où on a perdu et puis bon, la vie continue, alors déception quand même. Non, aucunement déçu. Je ne suis aucunement fan du football féminin. Encore moins du football masculin. Mais bon, je peux quand même noter que bon, c'était intéressant, mais je déplore quand même les Camerounais qui n'étaient presque pas au stade quand les autres équipes jouaient. Or, quand on regarde les matchs sous d'autres cieux, tout le monde est là. Mais c'était quand même marquant de voir que le chef de l'État et son épouse étaient sur le terrain. Mais par ailleurs, j'étais sûr de la victoire des Nigérians. Parce qu'il faut dire qu'au niveau du Nigeria, l'État nigérian met beaucoup de moyens pour les footballeuses nigérianes. Il n'y a qu'à voir quand on leur remettait les médailles. C'était vraiment une très grande fraternité entre les joueuses et le staff de l'ambassade du Nigeria. Donc je vais profiter de votre plateau pour féliciter encore mon collègue Docteur Nou qui sera engagé, laïque engagé, et la messe a été dit tout à l'heure. Et c'est lui qui a d'ailleurs écrit... parler des deux hymnes nationaux où quand je chante mon hymne national, Edith voilà, ne chante pas la même chose que moi. Donc la question demande à être revue, il y a un sérieux problème et on gagne à en parler de manière sereine et sans émotion. On en parlera. Merci à vous. Avant de partir, un mot sur cette CAN, maître Abesolo Etienne. Qu'est-ce que vous pensez? C'est peut-être la défaite qui nous montre qu'il n'y a pas véritablement une bonne politique pour ces filles. C'est peut-être la défaite qu'il fallait pour qu'on se dise tout n'est pas encore fait. Je suis avocat, je suis comme cela. Je ne peux pas partir sans dire sur des gens qui parlaient de la forme de l'État que je pense qu'on ne sont pas bien compris alors qu'on est d'accord tous ensemble. L'État est l'émanation de la base. Oui, tout à fait. C'est ce qui se passe en bas qui détermine la forme. C'est une forme, c'est un contenant. Voilà. Tout à fait. Hein? Qui recipitur modum recipientis recipitur. Tout est reçu selon le mot du récipient. Donc, quand on est d'accord sur un certain nombre de choses, ce que vous demandiez, le bilan du fédéralisme et autre chose, c'est ce que je dis, c'est que peu importe ce que vous organisez en haut, ce qu'il y a, c'est ce que nous appelons en droit l'affectio societatis, c'est-à-dire le sentiment d'être ensemble, le désir, la volonté d'appartenir à une seule communauté. Donc, pour la CAN, vraiment, j'ai rêvé pendant
tous ces jours. Ces femmes nous ont donné plus de plaisir que les hommes. Ça, je vais le dire. Elles ont merveilleusement bien joué, ce qui montre que le Cameroun est bourré de talent et que je n'étais pas sûr que le Nigeria allait vaincre cette fois-ci. Je savais qu'on allait battre le Nigeria et ça s'est joué sur une attention de quelques secondes et ils ont marqué le but et puis on sentait quand même que nos joueurs avaient beaucoup donné et puis vers la fin la pauvre qui était à gauche avait déjà trop donné, fatigué, on ressentait un peu de fatigue, mais reconnaissons-le, ces jeunes dames nous ont abreuvé de plaisir tout au long de cette compétition. Je dis que c'est le seul but encaissé et c'est la seule défaite. Donc c'est une bonne équipe et le problème c'est la continuité, de garder cette équipe, de l'améliorer, de lui donner les moyens et de prendre en charge tout le maintien de l'équipe sur la longueur et sur la permanence. Et moi je suis fan du foot, il faut quand même qu'il y ait un championnat féminin solide. Et on va sortir par là. Vous terminez par le point sur lequel je vais commencer. Le Nigeria gagne parce qu'ils ont un vrai championnat féminin. Et je peux vous dire que beaucoup d'anciennes Lions ont fait partie du championnat féminin, notamment la coach adjointe qui a été capitaine, elle a travaillé dans le championnat nigérian. Donc il faudrait effectivement qu'il y ait un véritable championnat au Cameroun. Que les victoires des Lions ne soient pas seulement du talent et du miracle, parce qu'il y a un temps pour le miracle. Je dois surtout féliciter, n'est-ce pas, l'ensemble des joueuses, l'ensemble des Lions, et en particulier Enonga Chola, coach. Parce que c'est un monsieur qui a beaucoup donné avec ses filles-là, qu'il a tenu pendant plusieurs années. Pour tout ce sacrifice-là, moi j'estime qu'au-delà des primes qu'elles méritent, qu'il faut leur donner sans qu'elles n'aient besoin de venir réclamer, il faudrait que le gouvernement et même le chef de l'État pensent à une sorte de gratification. Parce que personne ne s'attendait à ce que depuis le Canada jusqu'à aujourd'hui, tout le plaisir qu'elles peuvent nous offrir, qu'elles le fassent, parce qu'on n'a rien mis à leur disposition pour qu'elles en arrivent là. Il faut leur dire merci. Alors, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on a eu une très très belle équipe, une très belle finale hier. C'était joué à rien du tout. Merci à vous d'être venus sur notre plateau, Edith Kawala. Merci à vous, Etienne Abessolo, maître Etienne Abessolo, et à vous, docteur Jeannette Wonga. Merci, Elmon Kamga. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce dimanche. Et à vous, chers téléspectateurs, d'avoir encore suivi ce programme. Bon dimanche à tous.